Ces tests sérologiques ne sont donc pas recommandés dans le cadre du diagnostic précoce du Covid-19. Et surtout, aucun de ces tests ne permettent de savoir si la personne est contagieuse ou non. Combien de temps la maladie dure-t-elle? À partir de quand est-elle détectable? On ne sait pas. Une personne qui a été malade peut-elle être contaminée une seconde fois? On ne sait pas. Pourquoi des gens guéris ont-ils été testés positifs à nouveau? On ne sait pas. Soit le test PCR a été mal fait ou trop tard, soit la maladie est plus longue qu'on ne le pense. Le recul est encore insuffisant. Mal utilisés, les tests pourraient induire en erreur les patients sur leur immunité et entraîner un relâchement sur les mesures barrières et la distanciation physique. Donc, patience et longueur de ton font plus que force ni que rage. Heureusement, la recherche avance considérablement dans la lutte contre le virus, mais il faut rester prudent sur le calendrier. Avant l'été, il sera difficile d'avoir un traitement miracle pour traiter le Covid-19. En revanche, il existe de nombreuses pistes sur des médicaments très variés. Et pour tourner définitivement la poche du coronavirus, il faudrait que les populations soient immunisées contre la maladie. Cette immunité ne pourra être fournie que par l'administration d'un vaccin, mais il faut attendre encore pour en disposer. La fin du confinement n'est pas la fin de l'épidémie. Par conséquent, la peur de la maladie est toujours là. De plus, le confinement a provoqué de nombreuses répercussions sur la santé mentale. Anxiété, dépression, perte des relations sociales, tensions, violences. La réduction de l'activité physique produit des risques somatiques, mais aussi psychologiques, surtout quand elle est accompagnée d'une consommation d'alcool augmentée. La gravité des répercussions économiques de la pandémie fait peser des menaces sur l'emploi et le niveau des revenus, un motif majeur d'inquiétude pour l'avenir. Il peut y avoir ici des facteurs favorisant les actes suicidaires. Bref, nous avons énormément de pain sur la planche, et tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, docteur. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Estra pour le contexte social du Covid-19, je tiens juste à rappeler, au vu du chat, qu'on ne pourra pas donner la parole oralement à chacun d'entre vous et qu'à ce titre-là, on vous invite plutôt à formuler votre question ou votre remarque directement par écrit sur le petit chat. Je vois que certains demandent la parole, mais hélas, compte tenu du nombre de participants, on ne pourra pas y répondre. Donc voilà, passez par l'écrit et puis comme ça, on pourra vous répondre dans un deuxième temps, dès la fin de la présentation. Voilà, puisqu'on a un modérateur qui rassemble l'ensemble de vos questions et puis on les traitera donc dans un second temps. Voilà, je vous remercie par avance. À vous, Monsieur Estra. Donc bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je tenais tout d'abord à remercier Monsieur Ledest pour son invitation à participer à cet événement. Donc Emmanuel Estra, je suis le directeur de l'ARACT. L'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc nous sommes une association et la particularité de notre structure, c'est qu'on est une association paritaire, c'est-à-dire que notre conseil d'administration est composé des différents partenaires sociaux, donc pour moitié les organisations patronales et pour l'autre moitié des organisations syndicales. On intervient auprès des entreprises, on accompagne les entreprises sur des thématiques compétences, prévention des risques, accompagnement au changement, mutation, diversité, égalité professionnelle, etc. Pour évoquer avec vous l'impact social du Covid, je souhaitais tout d'abord revenir à la date du 16 mars. Cette date restera, je pense, gravée pour très longtemps dans nos mémoires. Cette date est également le point de départ de nombreux bouleversements dans nos vies personnelles et professionnelles. Je ne vais pas, dans ce propos introductif, tenter de réaliser une liste à la Prévert des changements qui se sont opérés depuis 2 mois, mais plutôt positionner quelques éléments d'analyse afin de mieux appréhender cette crise. Tout d'abord, l'annonce brutale du confinement et une conséquence quasi immédiate avec la mise en place d'un télétravail qu'on pourrait qualifier de subi et de confiné. Et puis, des images nous reviennent en tête avec des salariés qui quittent leur travail avec ordinateur et dossier sous le bras.
De nombreuses situations se sont alors présentées à la porte des entreprises, comme la mise en place des mesures de prévention pour celles qui ont poursuivi leurs activités, la mise en place du chômage partiel pour d'autres, ou encore, à l'inverse, la gestion d'une hausse brutale d'activité. Depuis le 16 mars, les entreprises, et lorsque j'évoque l'entreprise, j'englobe les dirigeants, les salariés, les managers, les représentants du personnel. Donc depuis cette date, les entreprises subissent de plein fouet la crise et elles doivent se positionner sur tous les fronts pour agir et gérer les impacts massifs et immédiats qui se produisent et prendre dans l'urgence des décisions lourdes de conséquences, mais pas que. Il faut également, je pense, préserver l'avenir. Pour ce faire, les entreprises devront relever de nombreux défis, comme la transformation d'un télétravail confiné à un télétravail dynamique et performant socialement, mais également économiquement. Il faudra également réussir le management du travail à distance, favoriser la continuité d'un dialogue social de qualité avec les organisations syndicales, anticiper les impacts potentiels de la crise, notamment dans les relations sociales et professionnelles, avec potentiellement l'apparition de clans composés des différentes catégories de salariés qui se sont formés, ceux qui ont continué in situ et les télétravailleurs. Donc je pense qu'il faudra il faudra certainement gérer des rivalités et des sentiments d'injustice. Il faudra également prendre en considération le bouleversement de l'organisation du travail et des tâches associées, la gestion des ressources humaines et la notion de reconnaissance. Je pense que c'est une question centrale puisque les gens vont revenir au travail avec quel niveau d'engagement, quel niveau de motivation. Et bien évidemment, tous les aspects de prévention en s'interrogeant sur la manière optimale de maintenir un collectif de travail qui soit, et c'est prioritaire, en bonne santé, mais également efficace. Ok, très bien. Merci à vous. Je vous en prie. On va aborder dorénavant le contexte réglementaire. Monsieur Ledet, je vous laisse la parole. Oui, alors, là je reviens. Là. Oui, alors le contexte réglementaire, bon, c'est moi qui ai en charge la partie la plus indigeste, on va dire, pour les chefs d'entreprise, mais c'est difficile d'aborder la suite sans reposer un petit peu le contexte juridique et de responsabilité. Alors, le contexte réglementaire, l'employeur a une obligation générale de sécurité et donc doit prendre toutes les mesures de prévention qui doivent conduire à assurer la sécurité et la santé des salariés. Alors, il y a une question de responsabilité civile qui traduit souvent sous une responsabilité administrative dans le domaine de la réparation, notamment pour ce qui est de l'accident de travail et des maladies professionnelles. Alors pour la maladie professionnelle, on a entendu beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'articles. Donc aujourd'hui, la maladie professionnelle, lorsque c'est un personnel soignant qui a été confronté au Covid-19, la maladie professionnelle sera reconnue pratiquement d'office. Pour les autres personnels, donc la majeure partie des salariés, le salarié peut toujours demander une reconnaissance de maladie professionnelle, sachant qu'on est dans une situation hors tableau pour cette fois-ci. Et si l'employeur a respecté l'ensemble des obligations que l'on va avoir juste après, il sera difficile d'aller chercher sa responsabilité. Pour autant, il faudra aussi pour le salarié démontrer qu'il a une incapacité permanente de plus de 25%, puisqu'on est hors tableau, et démontrer le lien direct, c'est-à-dire que le Covid a forcément été contracté du fait du travail. Donc ça, ce sont déjà des éléments qui sont relativement compliqués à démontrer dans une situation de pandémie. Concernant la responsabilité pénale, donc là, elle peut être manifeste, c'est-à-dire que c'est une mise en danger volontaire, en tout cas consciente, de la santé du salarié, c'est-à-dire l'employeur qui ne prend pas l'ensemble des dispositions
qu'il en est tout à fait conscient et qui oblige son salarié à venir travailler sans protection, par exemple. Là, la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être mise en cause. Et involontaire, là, on sera plutôt sur une faute d'imprudence, une faute de négligence ou alors des manquements aux obligations qui seront exposés juste après. Donc, globalement, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Donc, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information, des actions de formation et la mise en place d'une organisation du travail et des moyens adaptés. Et donc, il doit veiller au respect de l'ensemble des consignes. Alors, on peut résumer en 6 points qui seront détaillés par Lucie après dans la démarche de prévention, mais l'employeur doit tout d'abord procéder à l'évaluation et à la réévaluation des risques professionnels, c'est-à-dire la mise à jour de son document unique, et puis en déduire les mesures de prévention qui sont nécessaires en complément de celles qui sont recommandées par les autorités, parce que celles qui sont recommandées par les autorités sont des mesures générales, mais dans chaque entreprise, on va avoir des risques qui sont propres à son activité. Le troisième point, ça va être d'adapter l'organisation globale du travail et des conditions de travail. Donc le télétravail, je le rappelle pour l'instant, là où c'est possible, reste quand même la priorité. Pour ceux qui sont sur les activités de production, on va devoir réfléchir effectivement à l'organisation des postes de travail et à la circulation du personnel. Bien sûr, il faut donner les instructions appropriées aux salariés, les diffuser de façon régulière et surtout actualiser. Alors, il ne suffit pas de mettre une affiche dans la salle de pause. Là, on pourrait vous reprocher tout simplement de ne pas avoir assuré la diffusion d'informations auprès des salariés de façon régulière. Il faut vraiment veiller à cette information soit diffusée, écrite dans la plupart des cas, des affiches à peu près partout dans l'entreprise, surtout de veiller à les mettre à jour. C'est très, très important, surtout qu'on est dans une situation épidémique avec un virus sur lequel on apprend beaucoup de choses toutes les semaines. Alors, il appartient à l'employeur de faire respecter et de respecter lui-même, bien sûr, l'ensemble des mesures de prévention qui sont mises en place. Et tous ces points, les dates de mise à jour du DU, les dates d'information des salariés, les évolutions, la mise à disposition du matériel de protection, tous ces points doivent être tracés de façon à pouvoir justifier, s'il y a mise en cause, que l'ensemble de ces obligations ont été respectées. Alors, bien sûr, l'employeur n'est pas seul pour mettre tout ça en œuvre. Il peut faire bien sûr appel aux représentants du personnel, soit les délégués du personnel ou les CSE lorsqu'il existe. Et bien sûr, il peut solliciter son service de santé au travail, parce que souvent, on pense au service de santé au travail pour réaliser les visites, pour le suivi du personnel, mais dans le cadre des missions qui nous sont confiées et pour lesquelles vous cotisez chaque année, nous avons des missions d'accompagnement et de conseil des employeurs et des salariés, et nous jouons actuellement notre rôle sur cet aspect-là de façon très importante, puisque nous avons, je crois, un peu plus de 2000 entreprises, 6000 entreprises, pardon, qui ont été accompagnées depuis le 18 mars. Donc, l'ensemble de ces 6 points, c'est en fait une démarche de prévention globale qui doit être conduite par l'employeur. Elle doit être cohérente, actualisée et tracée. C'est surtout ce qu'il faut retenir de cette démarche. Alors, quelques erreurs qu'il ne faut pas commettre. Bien veiller à ne pas faire de discrimination au regard de l'état de santé des salariés. Ça, c'est relativement important. Nous n'avons pas le droit, en tant qu'employeur, de collecter et d'exploiter les informations de santé du salarié par le biais de questionnaires. Certaines entreprises sont tentées de mettre en place un questionnaire qu'ils distribuent à leurs salariés et qu'ils récupèrent pour voir s'ils sont en ALD, s'ils ont des symptômes ou autres. Non, c'est interdit. Le secret médical protège la santé des salariés et l'information sur la santé des salariés. De la même façon, beaucoup d'entreprises nous ont contactés pour obtenir la liste des salariés qui étaient considérés vulnérables dans le cadre du Covid. Nous n'avons pas pu leur fournir. Il faut simplement informer les salariés que s'ils ont un souci de santé ou un état de santé qui peut les mettre en difficulté dans cette situation du Covid, de prendre contact avec le médecin du travail. Le médecin du travail décidera de ce qu'il y a à faire, s'il faut orienter le salarié vers un médecin traitant ou autre. De la même façon, les tests de dépistage conduits directement par l'employeur sont interdits. Ils doivent forcément être réalisés par un personnel ou un professionnel de santé. Alors, les relevés de température, on en voit dans certaines entreprises. Vous pouvez les réaliser à la seule condition de ne pas
noter ou enregistrer les températures qui sont relevées sur chaque salarié. Ceci dit, le relevé de température n'est quand même pas un élément probant ni important par rapport au filtrage des salariés qui rentrent dans l'entreprise. Parce qu'on peut avoir un peu de température et ce n'est pas forcément le Covid. Exiger l'immunité vis-à-vis du Covid-19, c'est impossible aujourd'hui puisque le vaccin n'existe pas. Et puis, s'en tenir juste à quelques mesures ou des consignes informelles, c'est-à-dire orales ou non formalisées, il est clair que si vous ne mettez pas par écrit l'ensemble des mesures, vous pourrez avoir des difficultés si un salarié décide de remettre en cause votre responsabilité. Donc, l'employeur doit informer et conseiller aux salariés de s'adresser au médecin du travail. Il ne peut pas gérer les éléments de santé directement. Il peut aussi adresser au médecin du travail des salariés en retour d'arrêt pour Covid-19. Ce n'est pas une visite de reprise. C'est une visite à la demande de l'employeur. Nous n'avons pas forcément toutes les certitudes scientifiques. Je pense que le docteur Schwark reviendra dessus tout à l'heure, mais pour pouvoir décider de la possibilité, avec toutes les certitudes, de reprendre le travail. Par contre, nous voyons les salariés à la demande des entreprises lorsqu'ils ont contracté le Covid-19 et qu'ils n'ont plus de symptômes. Voilà. La responsabilité ensuite du salarié, puisque le salarié de son côté a aussi quelques responsabilités. C'est une responsabilité bien sûr disciplinaire. Il doit respecter l'ensemble des consignes pour sa santé, pour sa protection, mais aussi pour celle de ses collègues. En cas de manquement au respect de ces consignes, des sanctions disciplinaires peuvent être prises. Alors par contre, certaines pratiques commencent à avoir le jour et il faut rapidement mettre en garde les employeurs contre ces pratiques. C'est la charte de bonne conduite qui est signée au sein d'une entreprise et qui, pour l'employeur, est une garantie contre le recours et s'assure que le salarié va respecter les consignes de sécurité. Il est clair qu'une charte de bonne conduite dans ces conditions-là ne dispensera pas l'employeur de sa responsabilité et d'avoir formalisé l'ensemble des consignes et de veiller bien sûr à ce que les salariés les respectent. La lettre de décharge d'un salarié qui dit ne pas vouloir engager de poursuite s'il refuse le port du masque, par exemple, si le masque est obligatoire, ou s'il refuse d'aérer régulièrement les locaux. Sachez qu'une décharge signée par un salarié dans ce cadre-là n'a aucune valeur juridique. Et là aussi, la responsabilité de l'employeur pourra être engagée. Donc, l'employeur doit vraiment faire respecter les mesures de prévention mises en place, il doit les formaliser et la sanction disciplinaire peut être utilisée, mais elle n'atténuera en aucun cas la responsabilité de l'employeur. Merci. Alors, cette fois-ci, c'est à moi. Je m'y colle pour vous parler donc des 5 étapes de la démarche de prévention. Alors, j'espère que le son est bon. On a quelques soucis de son. J'espère que ça ira de mon côté, enfin de votre côté surtout. Alors, les 5 étapes clés, les voici, les voilà. Donc, premièrement, organiser le travail. Ensuite, évaluer les risques. Troisièmement, décider les actions de prévention. Informer et sensibiliser les salariés. Je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions autour de la formalisation de cette information. On y reviendra. De la même manière qu'on reviendra sur le document unique et le modèle. Ah, il y a à nouveau plus de son. J'espère que ça va revenir. Et enfin, dernière étape, la formalisation et la réévaluation des risques. Donc, je vous propose d'aborder étape par étape cette démarche de prévention. Donc, première étape qui consiste donc à organiser le travail et qui va comprendre finalement 3 phases. Première phase, ça va être l'établissement et l'actualisation du bilan au niveau de vos ressources en personnel. Il va de soi que pour reprendre une activité ou pour la maintenir, la question du personnel se pose. À ce titre-là, il va falloir se poser 2 questions. La première, elle va concerner les salariés dits vulnérables. Et deuxièmement, la deuxième question, va concerner les salariés qui sont tenus de garder leurs enfants à domicile. Alors, même si la situation se décante ou semble se décanter
vis-à-vis de la réouverture des établissements scolaires, c'est encore loin d'être, on va dire, en place et c'est surtout très variable d'un établissement à l'autre. Donc à ce titre-là, la problématique va se poser encore quelque temps. Donc ces deux questions-là vont concerner le bilan de vos ressources en personnel. En fonction des réponses, bien évidemment, on va redescendre gentiment dans l'actigramme. La deuxième phase va concerner cette fois-ci la charge de travail, l'activité de travail. À ce titre-là, l'entreprise, elle va pouvoir établir et actualiser son plan de continuité ou de reprise d'activité. Il est vrai qu'aujourd'hui, 7 mai, on est plus dans une logique de reprise qu'une logique de continuité. À ce titre-là, l'entreprise va se demander, enfin, d'abord se poser la question de la charge de travail suffisante au niveau des commandes, au niveau des afflux de clients. Également se poser la question des moyens suffisants. On peut très bien avoir des commandes et puis, hélas, pas de produits, pas de matières premières, pas d'équipement pour le fabriquer. En fonction de ces réponses-là, il y a une réorganisation qui sera envisageable dans l'entreprise au travers, par exemple, d'une reprise graduelle. On met en place certains secteurs et pas d'autres. Ou alors on met en place une proportion de l'effectif et pas le reste. De la même manière qu'on pourra travailler sur la polyvalence. Attention, néanmoins, en termes de polyvalence, à vous assurer que l'ensemble des salariés disposent des titres et des habilitations qui sont requises. Exemple, demain, vous voulez renforcer l'équipe au stock parce que vous vous apprêtez à recevoir, par exemple, des équipements ou des matières premières. Assurez-vous que les salariés que vous voulez solliciter disposent bien, par exemple, de l'autorisation de conduite pour manipuler les engins de manutention. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il est vrai que la polyvalence impose un certain nombre de points de vigilance. Et puis, comme l'a évoqué tout à l'heure Monsieur Ledest, on privilégie bien évidemment le télétravail dans la mesure du possible. Il va de soi que pour certaines activités, c'est compliqué d'envisager du télétravail. Alors, on a eu l'exemple cité il y a quelques jours, je crois, dans la presse, par exemple, du secteur agricole. Il est vrai que là, pour le coup, on envisage difficilement du télétravail. Mais dans la mesure du possible, le télétravail peut être mis en place, voire même de manière partielle. Ça peut être quelque chose qui peut être un entre-deux. Du télétravail sur certains jours et la présence physique sur d'autres jours. La dernière étape, c'est donc l'évaluation et la prévention des risques professionnels en actualisant le document unique. Donc le document unique, c'est une vieille histoire, c'est une histoire qui date d'il y a déjà 18 ans. Depuis le 5 novembre 2001, toutes les entreprises en France doivent évaluer leurs risques professionnels à partir du moment où elles ont un salarié, voire même un apprenti. Donc à ce titre-là, toutes les entreprises sont concernées. Le boulanger, le coiffeur, l'industrie, la maison de retraite, tout le monde est concerné. Dans la pratique, c'est encore plus ou moins fait, plus ou moins bien fait, plus ou moins actualisé. La nouveauté avec ce Covid-19, c'est qu'il faut dorénavant l'actualiser en intégrant un volet Covid-19. Donc, on le verra tout à l'heure, on propose au sein du service un modèle d'annexe, justement, pour actualiser votre document unique. Suite à cette évaluation des risques, on y reviendra dans quelques diapositives, il faut évidemment décider des mesures de prévention ad hoc, les plus adaptées possibles, au regard de la situation de l'entreprise. Il est évident que dans un salon de coiffure, on ne va pas déployer le même plan d'action que dans une usine ou que dans un secteur de l'aide à domicile. Bien sûr, ça sera en fonction de chaque situation de travail. Et puis, une fois que les risques sont évalués et que les mesures de prévention sont en place, les salariés peuvent reprendre leur activité en présentiel, mais dans le respect des mesures de prévention mises en place. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Ledest, l'employeur a certes des obligations réglementaires, mais le salarié aussi de son côté. Tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle de ses collègues. Ça, c'est inscrit dans le Code du travail. Donc, à ce titre-là, la reprise des salariés en présentiel, évidemment, se réalise, se fait dans le respect des mesures qui sont en place. Voilà pour la première étape qui consiste donc à organiser le travail. Comme vous l'avez vu, c'est beaucoup de RH,
de l'organisation de travail et puis de l'évaluation et de la formalisation, mais on va y revenir tout de suite. Donc la seconde étape va concerner l'évaluation des risques. Alors pour bien évaluer un risque, il faut déjà le comprendre, savoir comment il peut opérer, comment le danger peut agir sur le salarié. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Salambier, la contamination, elle est possible essentiellement par les muqueuses, le nez, la bouche, les yeux. Essentiellement par voie respiratoire, mais également par ingestion et aussi par passage oculaire. On va considérer 2 voies de contamination. La première voie de contamination, elle est directe, après inhalation de gouttelettes qui ont été projetées, de micro-gouttelettes même, qui ont été projetées par une personne qui est contaminée. Et donc, vous allez respirer les micro-gouttelettes. La seconde voie de contamination, elle est indirecte. Elle va se faire en 2 temps. Premier temps, vous allez toucher une surface, un objet, un article qui est contaminé. Et deuxième temps, en vous touchant le nez, la bouche, les yeux, le virus va passer par les muqueuses. Donc, contrairement à ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut comprendre aussi au travers de certains messages, le virus ne passe pas par la peau. Hein, on y reviendra tout à l'heure au niveau du port des gants, mais voilà, porter des gants, pourquoi pas, mais ça ne va pas éviter le virus, enfin, ça ne va en rien limiter la contamination par le virus, d'autant plus si vous grattez le nez avec vos gants, ça ne changera absolument rien. Partant de ce principe, l'évaluation des risques, elle va s'appuyer justement sur ces 2 voies de contamination, directe et indirecte. Ce que nous, on vous conseille de faire, c'est de retracer le parcours ou la journée type du salarié, et puis, ou alors, dans d'autres cas, du client ou de l'entreprise extérieure, si vous avez une intervention d'une entreprise extérieure, type maintenance, chauffeur, etc. Donc ça, vous le maîtrisez bien, vous savez concrètement sur le terrain comment ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est une première étape qui est assez facile, alors qui n'est pas forcément, qui peut prendre un peu de temps, mais voilà, découper le parcours, la journée type du salarié. Exemple, le salarié, il arrive au sein de l'entreprise, il passe par les vestiaires, ensuite il va par exemple émarger sur la badgeuse, il va prendre son poste. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, il aura besoin d'aller sur le poste qui est en aval pour déposer les pièces finies, comme il aurait pu aller sur le poste qui est juste situé avant pour récupérer de la matière première. Il va y avoir le passage par la pause avec sanitaire ou réfectoire si par exemple il y a un casse-croûte. Voilà, donc c'est repartir du travail réel, hein, du parcours type, d'une journée type, vraiment retracer une journée type avec les différentes étapes de la journée. Et c'est à partir de cette journée type, de ce parcours, que vous pourrez identifier les phases de contamination possibles, que ce soit directe ou indirecte. Mais le postulat, le point de départ, c'est vraiment d'avoir cette journée type. Et donc, pour chacune des étapes identifiées, vous allez pouvoir vous intéresser aux risques de contamination directe, comme on l'a vu par inhalation, ou indirecte, par le passage via les mains souillées. Notamment les cas où il y aura une proximité entre 2 personnes, alors salarié ou salarié entreprise extérieure ou salarié public dans le cas des établissements recevant du public, hein, les commerces par exemple. Ça peut être également le cas où il y a une alternance de salariés sur un même poste, c'est-à-dire on a un poste, n'importe quoi, de vendeuse en boulangerie. La première vendeuse, elle travaille jusqu'à 13h, la seconde arrive à 13h15. Bon, ben voilà, il y a une alternance sur le même poste. Donc attention à cette partie-là, ou travail d'équipe tout simplement, hein, de 8, voilà, il y a une alternance sur le même poste. Attention également au partage d'outils, d'équipements ou de matériel, pour la question justement du transfert via des mains souillées. Donc c'est sûr que dès lors qu'on partage, qu'on utilise des équipements qui sont communs, il y a un risque nécessairement de le transmettre sur la seconde voie indirecte, hein. Et puis enfin, le transfert de pièces ou de fournitures. Exemple type pour le commerce,
on rend la monnaie, voilà, on récupère l'article. Donc là, on verra, il faut vraiment éviter les passages de la main à la main. Alors, suite aux différents accompagnements qu'on a pu mener depuis mi-mars, donc on a aidé les entreprises à élaborer d'abord le plan de continuité, puis maintenant les plans de reprise, et puis notamment à intégrer le Covid-19 dans leur document unique. Il y a certains points de vigilance, voilà, qu'on souhaitait vous exposer, qui reviennent d'une manière régulière et qui sont vraiment à prendre en compte. Donc, premièrement, c'est les phases de maintenance. Alors, c'est plutôt en milieu industriel, mais encore que, hein, ça pourrait très bien être en milieu administratif ou médico-social. Attention au personnel de maintenance qui, de par son métier, de par sa fonction, peut intervenir à tout plein d'endroits différents, dans des conditions qui sont pas toujours prévisibles, évidemment, puisque qui dit maintenance dit entretien, dit réparation. Donc, c'est pas forcément évident de l'anticiper. Et puis, forcément, il y a un risque de déplacer, de contaminer, de disperser le Covid. Attention également à l'intervention d'entreprises extérieures, que ce soit les livreurs, le courrier, ne serait-ce que cela, les transporteurs, les entreprises de ménage, le gardiennage, éventuellement les espaces verts, même si encore là, le problème est quand même un peu moins important. Pour les locaux, notamment commerciaux, attention aux fortes affluences. Il est sûr que là, nécessairement, hein, plus on va concentrer des personnes, plus le risque sera important. Et puis, dernier point, mais qui est loin d'être le plus négligeable, attention aux périodes qui sont en marge du travail à proprement parler. Il est vrai que ce qu'on a pu remarquer, c'est que les entreprises avaient bien ciblé toutes les phases en lien direct avec le travail. Voilà, parce que c'est en lien direct avec leur activité, et avaient moins envisagé, moins anticipé tout ce qui est un petit peu à côté et qui pour autant n'est pas accessoire. Par exemple, comment on gère les vestiaires, comment on gère les sanitaires, la salle de pause, les réfectoires, les déplacements, et cetera. Donc pensez bien à intégrer ces phases-là aussi dans votre journée type. Certes, il y a la prise de poste, il y a le poste en lui-même, mais il y a tout ce qui gravite autour. Et au-delà des risques liés au Covid à proprement parler, et du risque voilà, de contamination, il y a 2 autres risques. Le premier, c'est le risque chimique. Alors là, on est dans le fameux enjeu de ne pas déplacer le risque. Certes, on va utiliser des produits nettoyants, désinfectants pour lutter contre le coronavirus, mais d'un autre côté, attention à l'utilisation de ces produits-là qui ne sont pas anodins et qui peuvent eux aussi générer des risques chimiques, de projection, de brûlure, d'irritation. Donc voilà. C'est l'éternelle question, mais soyez vigilants sur ce point-là, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le risque psychosocial, où là, je laisserai Monsieur Estra nous faire un point sur la prévention des risques psychosociaux, puisque comme on l'a vu, le confinement, le déconfinement maintenant, le caractère anxiogène de cette pandémie n'est évidemment pas sans effet, pas sans impact sur l'ensemble des salariés. Donc, une fois que nos risques ont été évalués, on va pouvoir décider des actions de prévention. Premier cas de figure, pour prévenir la contamination directe par l'inhalation de gouttelettes. Le premier principe, ça va être la distanciation. Donc, vous connaissez la distance minimale d'1 mètre. Je précise qu'on est bien sur un mini. Hein. Si c'est plus, c'est aussi bien. Hein. Si c'est 1,50 m c'est aussi bien. Le gouvernement a publié lundi matin un guide, un protocole pour le déconfinement où il évoque, où il impose une jauge de 4 mètres carrés par personne. C'est-à-dire que dans un établissement, la capacité maximale de personnes présentes s'évalue de par cette jauge, donc de 4 mètres carrés par personne. Il faut au moins 4 mètres carrés par personne dans un établissement. Et la notion de personne s'entend par les salariés qui sont en place, mais également les clients, si toutefois c'est un établissement recevant du public, les entreprises extérieures, etc. Et la surface, la surface se calcule d'après la surface, on va dire, totale du bâtiment, de l'établissement, moins les stocks, moins les rangements. Donc c'est vraiment la surface utile sur laquelle les personnes peuvent vraiment se déplacer.
Donc voilà ce qu'il faut retenir. Au moins 1 mètre et 4 mètres carrés par personne. Donc la mesure va consister à éloigner les personnes les unes des autres. On peut également séquencer les activités, c'est-à-dire décaler les horaires de manière à ce que les personnes ne soient pas toutes là dans le même temps. Ça va nécessiter d'étaler l'activité, donc ce n'est pas sans impact organisationnel non plus. On peut aussi anticiper les périodes d'affluence, notamment vis-à-vis des commerces. Ou alors organiser l'activité avec des prises de rendez-vous, ce qui a le mérite au moins de cadencer et de limiter, on va dire, les périodes d'affluence. La gestion des flux de circulation, elle est indispensable, bien sûr. Ça va aussi rejoindre la logique dont on parlait tout à l'heure, où voilà, vous allez retracer la journée type. En retraçant la journée type, vous allez aussi retracer, on va dire, le chemin type, donc penser au flux de circulation. Ce qui est préconisé, c'est d'avoir un sens unique pour éviter les croisements. Et également de prévenir les goulots d'étranglement. Alors ça, c'est une notion qui est très importante. C'est que quand vous allez tracer la journée type, définir la journée type, vous allez vous rendre compte qu'il y a des goulots d'étranglement. Il y a des moments où ça risque de coincer. L'exemple de tout à l'heure, le salarié qui arrive sur le site de l'entreprise, le premier goulot, ça va être par exemple la badgeuse. Il est sûr que si tous vos salariés arrivent par exemple au changement d'équipe en même temps, au niveau de la badgeuse, ça va coincer. Ça va représenter un goulot d'étranglement, comme on pourrait l'avoir également pour les vestiaires. D'où la nécessité de vraiment identifier ces goulots d'étranglement et de pouvoir mettre en place soit des décalages d'horaires, soit une réorganisation de manière à les lisser, à les étendre. Évidemment, le marquage au sol permet d'indiquer tout cela. Ça peut être un marquage au sol, ça peut être un balisage avec une rubalise. Après, ça va être au gré de chaque situation d'entreprise. Si le principe de distanciation est impossible ou s'avère insuffisant, dans ce cas-là, on va passer à de la protection collective. Par exemple, des écrans de verre, de plexiglas, des rideaux, des séparations rigides ou tout autre système de séparation qui permettent donc d'assurer la protection et d'éviter la projection de ces fameuses micro-gouttelettes. Autre mesure qui est indispensable, c'est l'aération régulière des locaux. Il faut savoir qu'il faut aérer plusieurs fois par jour et au moins pendant un quart d'heure. Et enfin, si c'est à nouveau impossible ou insuffisant, on passe à de la protection individuelle. Mais comme toujours en prévention, la protection individuelle, c'est vraiment la dernière étape, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne, le dernier recours. Si vraiment toutes les autres mesures ne sont pas suffisantes, ne permettent pas de protéger les salariés ou le public ou les entreprises extérieures, dans ce cas-là, passer par des protections individuelles comme des visières ou comme des masques. Pour prévenir la contamination indirecte par les mains souillées, même principe, on va retrouver des principes, on va dire, de mise en place de mesures de prévention. Premièrement, c'est l'individualisation. Il est sûr que pour lutter contre la transmission de main à main ou d'objet à objet, si chacun a son matériel, c'est une solution qui a le mérite d'être plutôt radicale. Donc ça passe par la personnalisation, l'individualisation des équipements, voire de certains articles à une seule et même personne. Donc ça, vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est pas toujours possible dans la réalité, bien sûr. De même que les bureaux individuels, dans la mesure du possible, on peut le faire. On peut peut-être un peu plus le faire maintenant si l'activité n'est pas reprise pour tout le monde. Ça peut permettre d'occuper des bureaux qui sont inoccupés de par des salariés absents, par exemple. Mais il est sûr que l'individualisation, elle a aussi ses limites. Si vous avez, voilà, il y en a pas on ne peut pas dupliquer le matériel autant de fois qu'il y a de salariés. Ça serait évidemment trop simple. Donc, si c'est impossible ou insuffisant, on passe par la protection collective. Premier dispositif, ça va être de maintenir les portes ouvertes ou d'utiliser des dispositifs qui permettent d'ouvrir les portes avec le coude, par exemple, ou avec le pied. Pour tout ce qui est contact manuel, on peut utiliser des dispositifs type stylet, poussoir, plateau, ou dans ce cas-là, on évite de toucher l'objet. Par exemple, sur les postes de caisse, dorénavant, pour donner votre monnaie, vous ne donnez plus
la monnaie dans la main de, par exemple, de la vendeuse en boulangerie, vous allez mettre ça dans le dépose-monnaie ou dans un plateau, puis elle, avec le plateau, elle le baigne dans sa caisse. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être tout à fait duplicables en entreprise, en industrie, hein, avec des pièces, avec autre chose. Et puis, surtout, réglementer l'usage des espaces et équipements communs, puisque comme leur nom l'indique, ils sont communs, donc on ne pourra pas l'individualiser. Donc les sanitaires, les vestiaires, les réfectoires, qui nécessitent donc une attention bien particulière. Et enfin, si impossible ou insuffisant, dans ce cas-là, on passe par le plan de nettoyage, désinfection après chaque utilisateur, faire respecter les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains. Alors, c'est loin d'être le plus simple, le plus évident, mais je dirais ça, c'était déjà même avant le Covid. Hein. Il est vrai que quand on parle de prévention du risque chimique, on évoque évidemment le lavage des mains, le respect des mesures d'hygiène, qui est loin d'être négligeable. Et l'expérience, c'est loin d'être le plus facile à faire respecter en entreprise. Donc, le problème se pose de la même manière pour le Covid. Et puis, attention au faux sentiment de protection des gants. Porter des gants, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas, mais si vous faites absolument tout avec vos gants, il va de soi que le Covid pourra être à la surface du gant comme il peut être à la surface de votre peau. Si ensuite vous grattez le nez ou frottez l'œil avec votre gant, ça ne résout absolument pas le problème. Et en plus, ça vous donne le sentiment d'être protégé. Il est vrai qu'on voit pas mal de gens faire tout avec leurs gants, leurs courses, etc. Mais le gant, oui, ça peut être une protection, mais à condition qu'il soit porté dans les bonnes conditions. Et puis voilà. Et puis comme dit, que le respect des gestes barrières suive. Alors, pour vous aider, parce que là, je vous ai donné que les grands principes, hein, pour vous aider, donc, on a un modèle d'annexe au document unique qui reprend, donc il y a une vingtaine de thèmes, qui reprend l'ensemble des thèmes sous forme de checklist. Donc, vous pouvez balayer l'ensemble de ce document et puis ça vous aidera donc à constituer votre annexe au document unique. Bien évidemment, voilà, au-delà des documents qui sont mis à disposition, vous pouvez solliciter nos services, comme déjà beaucoup d'entreprises l'ont fait depuis mi-mars. Il y a une adresse unique qui s'appelle info-coronavirus@obsat.fr, info au singulier, info coronavirus@obsat.fr. Et puis de là, on peut vous accompagner, revoir vos documents, valider vos documents, vous répondre à vos questions aussi spécifiques parce qu'il y a autant de questions que d'entreprises. Et puis voilà, vous aider à avancer dans la mise en place de vos actions de prévention. Donc ce modèle-là est déjà en ligne sur notre site internet. Et vous le recevrez cet après-midi suite au webinaire. Étape 4 qui est indispensable, ça va être de définir et de diffuser les consignes de prévention à respecter. Alors, ce qui est bien essentiel à retenir, c'est que les salariés doivent être sensibilisés, alors avant leur retour au poste, à leur retour au poste à minima. Ça, c'est indispensable que pour les établissements qui réouvrent, là où les activités qui reprennent, c'est qu'au retour de poste, les salariés soient sensibilisés, soient informés des consignes à respecter. Après, au quotidien, il est aussi évident qu'il faut que ce soit relayé par l'encadrement intermédiaire, hein, ou l'employeur ou la direction. On le sait tous qu'au fil du temps, au fil des jours, le respect des mesures de prévention se délite gentiment. Donc, il faut vraiment relayer, sinon le respect sera jamais en place. N'oubliez pas donc les entreprises extérieures dont les chauffeurs, livreurs se posent dans certains cas le problème de la barrière de la langue. Donc, soit les consignes doivent être traduites, soit vous utilisez des pictogrammes qui ne nécessitent pas voilà, d'écriture, mais pensez aussi à ce volet-là. Si vous comptez des sauveteurs secouristes du travail parmi votre personnel, pensez à adapter leurs conditions d'intervention, notamment dans les mesures à retenir, plus de bouche à bouche, équipement du sauveteur secouriste du travail. À ce titre-là, donc, on a réalisé une nouvelle fiche qui s'appelle Intervention du sauveteur secouriste du travail en période de Covid-19, qui vous sera transmise également dans l'envoi des documents. Renouveler régulièrement l'information, ça c'est aussi important, et suite à toute évolution. Il est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Ledesque, qu'on est
On est très humble en cette période. Les informations, on les a quasi au jour le jour. On s'adapte, on fait évoluer et les discours et les supports. Donc, à ce titre-là, dans l'entreprise, c'est exactement la même histoire. Il faut vraiment s'adapter et puis renouveler l'information en fonction des besoins. Vous pouvez relayer à l'aide d'affichage. Donc, on a sur notre site internet pour le moment 7 affiches que vous pouvez télécharger évidemment gratuitement, que vous pouvez imprimer, afficher dans vos locaux. Donc autour du lavage des mains, autour par exemple de quoi faire en cas de suspicion de contamination, comment gérer le réfectoire, les mesures de prévention. Et donc on en a aussi une nouvelle qui concerne le métier de la coiffure, qui sera disponible sans doute d'ici demain, qui est en cours de relecture. Voilà. Donc attention à maintenir une information régulière dans l'entreprise, sans oublier les personnes qui peuvent être en télétravail. Et puis, bien évidemment, intégrer les salariés ou les représentants du personnel dans la recherche et la mise en place des mesures de prévention. Alors, c'est essentiel d'intégrer les salariés pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que les mesures de prévention qui seront décidées auront beaucoup plus de chances d'être respectées si les salariés ont pris part à la réflexion. Et puis, d'autre part, les mesures de prévention qui seront décidées seront beaucoup plus adaptées aux réalités de terrain. Voilà. Même si, dans le cas des TPE ou des PME, évidemment, l'employeur a une vision très juste de ce qui se passe dans l'établissement. Et puis, pour info à venir, OPSAT met en place une formation à distance, type webinaire, pour les salariés, cette fois-ci aux gestes barrières. Donc, ça permettra de sensibiliser les salariés au respect de ces mesures de prévention. Alors, le discours sera effectivement le même que vous pourrez donner, vous, en tant qu'employeur, préventeur ou RH ou autre. La différence, c'est que comme il est donné par quelqu'un d'extérieur, qui est l'équipe pluridisciplinaire de l'OPSAT, voilà, l'impact est toujours différent parce que on va dire le messager est différent. Alors, une fois que toutes les actions de prévention en place sont décidées, sont là, sont décidées plutôt, bon, c'est super, hein, je dirais que l'essentiel est fait. Encore faut-il les formaliser. Sur le champ de la responsabilité, si rien n'est formalisé, heu, vous serez vraiment, en difficulté pour démontrer dans quelques semaines, dans quelques mois que tout a été fait dans l'entreprise. D'où la nécessité de bien formaliser, de bien écrire. Si tout est à l'oral, si tout est informel, bah oui, j'ai dit aux salariés de faire comme ci, j'ai dit aux salariés de faire comme ça, j'ai mis une affiche, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment le formaliser par écrit. À ce titre-là, donc mettre à jour ce document unique. Donc reportez-vous par exemple à notre modèle d'annexe. Mettez à jour, établissez un plan de continuité ou un plan de reprise. C'est pas obligatoire, c'est recommandé. Le document unique, c'est obligatoire. Le plan de continuité ou plan de reprise, c'est recommandé. L'intérêt de ce plan de reprise ou plan de continuité, c'est que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et de définir les règles, les nouvelles règles de fonctionnement de l'entreprise. Mais après, selon aussi la taille de l'entreprise, ses ressources, son organisation, dans certains cas, ça va être plus ou moins utile. Mais voilà, sachez que c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Consultez les représentants du personnel, bien évidemment, on l'a vu pourquoi, ça donne aussi un cadre officiel à votre action, c'est retracé quelque part dans un compte-rendu de DP, de CSE, pardon. Donc ça a le mérite de donner aussi un poids officiel aux actions qui ont été mises en place, aux décisions que vous avez prises. Et puis, formaliser par écrit les consignes et l'information sensibilisation qui était donnée aux salariés. Donc, j'ai vu passer la question à plusieurs reprises. Est-ce qu'on doit faire signer les salariés comme quoi ils ont bien eu l'information, la sensibilisation? Oui, il faut impérativement formaliser par écrit les consignes, déjà. Quelles sont les consignes? Quelles sont les règles du jeu à partir de maintenant? Et puis, attester que les salariés, vos salariés, ont bien été informés, sensibiliser face à ces consignes. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis dernier point, donc c'est la réévaluation périodique. Comme on l'a dit, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Donc en fonction de l'évolution réglementaire, l'évolution sanitaire, il faudra sans doute revoir sa copie. Ça, il faut l'avoir en tête aussi dès le départ. Selon aussi l'évolution de votre entreprise, il est sûr que si vous avez une charge de travail qui évolue, il faudra
sans doute revoir l'organisation. Si l'école reprend bel et bien pour l'ensemble de vos salariés, vous aurez nécessairement moins de salariés en arrêt, aussi en fonction de l'évolution sanitaire, effectivement, la pandémie. Donc, tout ça fait que il faudra sans doute revoir votre copie. Et puis, dernier point, rassurez-vous sur le travail que vous allez établir. C'est-à-dire que ne cherchez pas nécessairement, dans un premier temps du moins, à cibler tous les cas, à cibler tous les menus détails, à rentrer vraiment dans des choses très fines pour être sûr de ne rien oublier. Par expérience, vous allez oublier des choses, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faites un premier jet, mettez à jour votre document unique, définissez des règles de prévention en concertation avec vos salariés ou avec leurs représentants, mettez-les en place et faites un retour d'expérience peu de temps après. Vous allez voir qu'il y a des choses effectivement qui ont été oubliées, il y a des choses qui ont été mal pensées parce que, ah bah oui, mince, on avait oublié qu'il y avait ce poste-ci ou qu'il y avait cette entreprise-là. Et dans ce cas-là, vous remettrez à jour et vous ferez progresser voilà, votre plan d'action. Mais partez pas bien en tête à vouloir monter une usine à gaz, à vouloir cibler l'ensemble des situations et puis finalement vous perdre dans tout cela. Voilà, faites une première copie. Le premier bébé ne sera peut-être pas parfait, c'est même sûr, mais comme dit, c'est pas grave, vous le ferez progresser au fur et à mesure du temps. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à solliciter votre service pour avoir ses conseils et puis pour avoir ses retours. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais passer la parole à Monsieur Estra sur la prévention des RPS. Oui. Ok. Donc la situation de crise pandémique actuelle nécessite pour les entreprises de combiner à la fois des mesures de prévention de contamination qui viennent de vous être présentées et des mesures de prévention des risques dans un mode de travail qui est aujourd'hui et à mon avis pour un petit moment dégradé. Donc il est vraiment nécessaire que les nouvelles mesures de prévention soient applicables en situation réelle, sans créer des contraintes fortes pour les équipes et sans entrer en opposition avec d'autres consignes et des critères de qualité du travail. Il est effectivement primordial de vérifier que l'ensemble des mesures retenues sont compatibles avec la nature même du travail. En particulier pour tous les métiers de service auprès de publics fragiles, lorsque le cœur de métier consiste à prendre soin de personnes avec leur concours et en relation avec des tiers, les mesures de protection des travailleurs et des bénéficiaires sont indissociables. Nous vous conseillons de faire, et c'est déjà été dit, de faire régulièrement le point avec vos salariés afin de vérifier la pertinence des éléments qui ont été mis en place, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de protection. Dans le contexte de confinement actuel, les activités sont interrompues ou partiellement maintenues, les approvisionnements et les livraisons sont perturbés, la disponibilité des ressources humaines, elle est clairement restreinte, et puis la production de biens ou de services s'exerce en mode dégradé. Le travail s'effectue à distance ou sur site, dans le cadre d'organisations fortement évolutives, de nouveaux horaires de travail, de nouvelles durées de travail, redéfinition des objectifs de production, adaptation des processus, renouvellement des équipes et des tâches, etc., etc. Ces éléments qui réclament clairement des efforts d'adaptation peuvent perturber le fonctionnement collectif ainsi que les équilibres trouvés par chacun pour bien faire son travail tout en se préservant. On peut donc là identifier deux enjeux. Le premier consiste à limiter l'exposition aux facteurs de risque physiques et mentaux, ainsi que leurs effets, et dans le même temps, soutenir toutes les ressources qui existent dans vos entreprises qui aident chacun à faire un travail de qualité et à se protéger.
À ce sujet, je souhaitais aborder avec vous quelques points de vigilance. Toute réorganisation, quelle qu'elle soit, et plus encore, pardon, en mode dégradé, requiert des ajustements progressifs, hein, de s'appliquer un mode itératif dans son mode de fonctionnement. Euh, Deuxième point de vigilance, il est important d'analyser toute nouvelle situation de travail et de chercher à repérer pardon, de façon précoce ces possibles effets en matière de santé au travail, avec l'aide bien évidemment des services de santé. Et le troisième point de vigilance, il ne faut surtout pas laisser de côté l'expertise des salariés. C'est une ressource pour améliorer le fonctionnement collectif et la préservation de la santé au travail. Plusieurs rouages sont à actionner pour soutenir l'activité et la prévention de façon globale. Il faut être au plus près des évolutions de la production et des conditions de travail en mobilisant la globalité et l'ensemble de la ligne hiérarchique, mais également toutes les catégories de personnel, ainsi bien évidemment que leurs représentants. Il faut faciliter les régulations à plusieurs niveaux, donc entre les salariés, entre les encadrants et les équipes, entre la direction et les représentants du personnel, dans une dynamique favorable à une prévention continue. Quelques recommandations, et également avec beaucoup d'humilité, puisque comme beaucoup d'entre vous, voilà, on découvre, on expérimente dans cette période. Donc ce sont des recommandations. La première, c'est de redimensionner régulièrement l'activité en fonction des ressources humaines, réévaluer la disponibilité effective des salariés en tenant compte des besoins de récupération et des compétences qui sont réellement mobilisables. Il faut également informer, c'est important cet aspect de communication, informer les clients et les usagers des modifications de production et de services. On vous conseille également de redéfinir ce qui est attendu des encadrants. Par exemple, reconsidérer des exigences de reporting passées pour leur permettre d'assurer une présence de proximité en accordant une vigilance particulière aux personnes en difficulté et aux nouveaux embauchés. Il faut également favoriser à tous les niveaux de l'organisation des relations de travail en confiance. Régulation et confiance sont aujourd'hui, je pense, les maîtres mots à s'appliquer en entreprise, plutôt qu'une culture du contrôle qui ne nous semble pas adaptée, pour la période. Il faut également inciter les salariés à faire remonter leurs préoccupations, les écarts entre ce qu'il faudrait faire et ce que l'on peut faire, afin d'ajuster les solutions organisationnelles et techniques. Être proche également du terrain, de ces remontées, de ces difficultés, des aléas rencontrés et des propositions qui peuvent être faites. Ce sont des choses qui sont importantes. Et je l'évoquais sur la partie introductive, l'encouragement, la reconnaissance. Je pense vraiment qu'il faut avoir un point d'attention très fort sur la reconnaissance, puisque la période actuelle aura forcément des répercussions sur l'engagement et la motivation des collaborateurs. Soyez très attentifs également à la régulation des tensions entre les salariés qui peuvent naître avec les clients et être dans une posture, bien évidemment, d'apaisement dans ce contexte très, on va dire, très crispant. Il faut également faciliter les coopérations entre différentes catégories de personnel, notamment entre ceux qui travaillent à distance et ceux qui sont encore sur le lieu de travail, pour éviter toute fracture éventuelle entre ces salariés. Et le dernier point, c'est de pouvoir vous appuyer sur le dialogue social pour aider à faire remonter des points d'alerte, identifier les différentes situations d'exposition au risque du personnel, analyser la pertinence ou la faisabilité des actions de prévention et évaluer les effets des réorganisations. Donc voilà sur cette partie prévention des risques, ce qu'on peut vous proposer de mettre en place. J'ai vu effectivement que certaines personnes
voulait des slides. Je transmettrai le document que je commente et vous l'aurez directement par mail. Donc, le point suivant, c'était de pouvoir évoquer avec vous le télétravail. Donc là, il y a un support. Donc, c'est de balayer ensemble des points de repère pour mettre en place un télétravail qui soit plus contraint, subi, confiné, mais que ce soit un télétravail dynamique et performant. Le premier point concerne en fait le fait de se mettre d'accord sur un fonctionnement collectif. On est actuellement clairement dans une situation dégradée qui nécessite une part importante de pragmatisme de la part des managers et des salariés. Et il faut se concentrer sur les collectifs. Pour mettre en place le télétravail, il faut réunir ce collectif de travail. Il faut définir ensemble les activités qui peuvent être télétravaillables ou pas. Donc de manière très simple, décrire l'activité, essayer d'identifier quels sont les avantages et les inconvénients de télétravailler ce type d'activité, et puis d'envisager les conditions de mise en œuvre. Ce sont vraiment des points importants, et ce travail, il va permettre de vous éclairer également sur les situations individuelles, c'est-à-dire que certaines personnes pourront pas télétravailler, d'autres devront basculer en chômage partiel. Donc il y a tout un tas de situations individuelles qui pourront être éclairées, et c'est collectivement qu'on peut retrouver ces éléments-là. C'est important également dans cette configuration. Il y a une enquête qui a été réalisée au niveau du réseau, au niveau national sur le télétravail. Il y a 70% des gens qui se sont exprimés sur cette consultation qui disent que leurs activités ont changé. Donc il est hyper important de communiquer sur le qui fait quoi, repréciser les rôles de chacun, quelles sont les missions de chacun, et fixer des échéances. C'est très très important. Sur ce premier point, j'insiste sur le collectif. Alors attention, c'est important d'avoir des temps collectifs, mais je reprends une expression, c'est le poison, il n'est pas dans la dose, le poison est dans la dose, pardon, et pas dans la chose. C'est-à-dire qu'on a rencontré, nous, un certain nombre d'entreprises qui réalisaient des réunions d'équipe tous les jours, de 2 heures. Bon, ça tient pas, hein. Il faut se baser sur une réunion hebdo, et c'est déjà pas mal. Le point numéro 2, penser activité plutôt que métier. Pour réaliser ce travail de description d'activité, de choisir ce qui est télétravaillable ou pas, vous devez vous détacher des fonctions, hein, et pas fonctionner avec des stéréotypes. Certaines activités peuvent être télétravaillées. Un technicien de maintenance, par exemple, il peut télétravailler en adaptant son activité, bien évidemment. Ça peut être des activités de back-office. Il peut peut-être travailler sur le suivi des réclamations, sur des partages de pratiques, traiter des dossiers en retard. Cette période de télétravail, elle doit être également la possibilité pour vous de vous réinventer et d'aller sur d'autres sujets. Et ces choses-là sont très importantes. Le management, alors ça c'est une vraie question, hein, puisque il faut oublier le mode de management passé, oublier le présentiel. Et ce qu'on préconise, nous, c'est plutôt un management par objectif ou par projet. Et puis de fonctionner vraiment sur une approche individuelle avec vos collaborateurs selon leur niveau d'autonomie, hein. Il faut faire attention, et je le mets entre guillemets, à ne pas rentrer dans la peau du gendarme. Le fonctionnement en mode projet est complètement possible dans cette situation. Fixer des objectifs de manière simple, de manière mesurable, de manière atteignable, orientés sur les résultats et avec une temporalité. Et les grands principes du management à distance qu'on peut identifier aujourd'hui, c'est définir et donner du sens à l'activité. Hein, cette quête de sens, elle existe toujours auprès des collaborateurs, et c'est aux dirigeants, aux managers de donner ce sens au travail. Il faut organiser le travail, réguler la charge,
maintenir le collectif, on l'a déjà évoqué, informer, communiquer, et puis apporter du feedback aux collaborateurs et de la reconnaissance. Alors je sais que la réalité du vendredi n'est pas forcément celle du lundi, mais il est important quand même de communiquer. Sur la partie équipement, aujourd'hui on s'aperçoit que c'est essentiel, hein, la qualité des connexions, les outils de visioconférence. Moi je vous invite vivement à être curieux sur ces éléments-là. Il y a une offre de service qui est importante aujourd'hui sur des visioconférences, sur des plateformes collaboratives. L'offre existe et vous pouvez équiper vos collaborateurs de ces équipements qui permettent de travailler très correctement. Le point numéro 5, c'est l'identification de plages de disponibilité pour échanger. Monsieur Il faut... Estrade, je me permets juste de vous couper. Je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu, s'il vous plaît. Ouais, ok. Merci. Donc, c'est d'identifier des plages de disponibilité pour échanger. On n'est plus dans un modèle 8h midi, 14h, 18h. Il faut laisser la possibilité aux personnes de s'organiser, mais dans un cadre spécifique. Aménager une zone de travail dédiée, le point numéro 6. Alors, si c'est bien évidemment possible, hein, avoir un espace spécifique, pas s'installer dans le salon, au calme, ne pas être interrompu. Alors, avec la vie de famille également, avec le conjoint ou la conjointe, les enfants, donc essayer de vraiment s'installer au mieux. Et dans certaines situations, nous, on préconise un retour dans les locaux de l'entreprise parce que certaines situations sont tellement tendues qu'il vaut mieux, je pense, à un certain moment donné, retourner à l'entreprise avec tous les éléments de prévention qui ont été évoqués. La distinction du temps professionnel et du temps personnel, c'est très important. La capacité de ranger ses affaires, de fermer son ordinateur, prendre le temps de souffler, de s'aérer, c'est important. C'est aussi important parce que dans l'étude que je vous évoquais tout à l'heure, il y a 50% des gens qui estiment être en télétravail, qui s'estiment moins efficaces, et 50% présentent également des éléments de fatigue. Donc prendre voilà le temps de se déconnecter, de prendre des pauses, s'autoriser à revisiter le fonctionnement collectif. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait se réinventer, mais d'autant plus avec les sujets de télétravail, de management à distance, de régulation de charges, de dialogue social, de relations sociales. Il faut vraiment utiliser ce moment pour se réinventer. Et le dernier point, garder le lien social à distance, hein. Il faut trouver des temps de convivialité. Alors que je dis pas de les forcer, hein, parce que ça nécessite aux personnes d'être volontaires, mais euh, il faut également conserver des moments de convivialité, web café, etc. Forum de discussion. Ben, toutes les formules peuvent être utilisées. Donc voilà nos préconisations pour faire un télétravail dynamique et performant. Merci, Monsieur Estra, pour votre présentation et puis pour le rattrapage de timing. On va laisser la parole maintenant à Dr Schwark, qui est médecin du travail au sein de l'OPSAT, qui va nous parler de la nouvelle organisation des services avec Madame Darocha, qui la rejoindra juste après. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler effectivement de la nouvelle organisation des services qui s'est mise en place depuis le 17 mars. Donc, dans un premier temps, moi, je parlerai de la nouvelle organisation au niveau d'OPSAT. Ensuite, Madame Darocha au niveau du service de Houdou. Et puis, je reprendrai la parole à la fin pour revenir sur les modifications réglementaires récentes par rapport au suivi individuel des salariés dans le cadre du Covid. Donc, comme vous pouvez le constater sur la diapositive, les équipes sont restées actives depuis le 17 mars, date à laquelle les différents centres ont fermé au public. À partir de cette date, une permanence téléphonique a été mise en place sur chaque secteur pour que les équipes médicales puissent continuer à prendre en charge les différentes demandes qui émanaient tant des entreprises que des salariés. Ces différentes demandes ont été traitées pour la plupart à distance, par l'intermédiaire de visioconférences quand c'était des demandes de CSE ou de réunions collectives,
par le téléphone ou par la téléconsultation qui a été mis en place pour l'ensemble des consultants du service. Quelques consultations qui ont dû nécessiter un examen clinique de façon indispensable ont néanmoins pu être faites dans les différents locaux, entourés bien sûr de tous les moyens de protection nécessaires afin que tout se passe le mieux possible. En parallèle, le pôle prévention a répondu aux sollicitations des entreprises, que ce soit par rapport au DU, que ce soit par rapport au plan de continuité de l'activité ou plan de reprise de l'activité, ou quelques questions précises, comme on peut le voir là sur le chat, notamment sur la climatisation, dont je pense qu'on reparlera tout à l'heure. Une vigilance a été portée au repérage des employeurs en difficulté afin de les orienter vers les acteurs qui peuvent les aider à apporter le soutien nécessaire, et une cellule d'écoute psychologique a également été mise en place pour l'ensemble des salariés. Le service social a continué à travailler à distance. Le service communication, appuyé des différents acteurs du service, a très vite mis à disposition sur notre site toute une série de documents qui vous sont destinés et qui nous ont permis de répondre de façon pratique aux différentes demandes. Vous y trouverez des affichages, le modèle de mise à jour du DU et d'autres éléments que vous allez pouvoir chercher tout à l'heure. Sachez que pour les semaines qui suivent, une montée en puissance des consultations présentielles est prévue, ainsi qu'une reprise progressive des activités en entreprise. Tout ça va se faire petit à petit en fonction des priorités imposées par l'État. Nous sommes en attente de la publication de nouveaux décrets qui va peut-être réorienter un petit peu l'action des équipes médicales sur certaines activités particulières en rapport avec la prise en charge des patients qui pourraient être malades ou des salariés contacts. Et surtout, cette reprise progressive va être faite de façon à garantir la sécurité à la fois des salariés du service, mais également de l'ensemble des salariés des effectifs suivis par OPSAT. Je vais passer la parole à Madame Daroucha qui va vous expliquer le fonctionnement du service de santé au travail du Haut-Doubs actuellement. Bonjour à tous. Voilà, je vais juste vous faire une petite présentation succincte de notre service, puisque aujourd'hui, il y a pas mal de participants qui adhèrent donc à OPSAT. Donc, c'est un petit service qui est proche donc de la frontière suisse, puisque nous sommes situés à Pontarlier. Une équipe de 13 collaborateurs. On a une adhésion à peu près d'environ 1400 entreprises, ce qui correspond à un suivi médical d'environ 11 400 salariés. Alors, comme le service de OPSAT, nous sommes fermés donc au public depuis le 17 mars, mais nous avons continué notre activité en mettant en place des permanences téléphoniques tous les matins et également un message téléphonique pour l'après-midi, et les salariés, tout comme les employeurs, pouvaient me joindre sur ma messagerie. Et on dirigeait donc les appels ou les demandes en fonction des compétences. Voilà. Donc, toutes les demandes médicales sont orientées vers le médecin du travail concerné. Soit il joindra donc les entreprises ou les salariés en téléconsultation. Et on a eu quelques visites en présentiel également dans notre service. Également, nous accompagnons, comme le service OPSAT, les entreprises sur leur plan de continuité d'activité et le plan de reprise. Actuellement, on est plus en phase de reprise d'activité. Et puis, nous envoyons régulièrement à nos adhérents par mail toutes les informations, les conseils, les fiches également de métier. Bon, c'est vrai qu'on en entend jusqu'à 60, on n'en est pas arrivé là, mais vous serez pareil au courant de toutes les notifications qui vont arriver. Nous n'avons pas de site internet malheureusement, mais pour nos adhérents, ne vous inquiétez pas, nous travaillons en lien avec OPSAT, donc voilà, nous serons à même de vous donner des conseils similaires. L'organisation vraiment reste similaire au service d'OPSAT. Alors, un soutien psychologique pour tous les publics. Alors, il est assuré par des psychologues donc volontaires du centre hospitalier de Pontarlier. Et puis, voilà, on a également effectué un appel téléphonique à toutes les entreprises. Donc ça, c'est un appel qui est fait par l'équipe pluridisciplinaire, soit par les infirmiers en santé au travail, soit par l'IPRP ou l'assistant technique en santé au travail. Alors, c'est vrai qu'on
Préalablement, on a ciblé les entreprises qui étaient déjà en activité, mais là, bon, pour le coup, les autres entreprises, et puis je pense qu'on va répondre dès lundi à beaucoup plus de demandes, bien entendu. Voilà en ce qui concerne donc notre organisation. Alors, si on va je vais vous faire un petit retour sur les actions menées depuis le 18 mars, les deux services donc concernés. On peut donc dire qu'il y a eu à peu près 2200 visites médicales qui ont été réalisées depuis le 18 mars, ce qui correspond donc à 62 salariés aussi accompagnés par le service social, 6000 demandes d'entreprises traitées en matière de prévention. Donc, des services qui ont été actifs, et c'est là qu'on voit qu'il y a une demande qui a toujours été là et maintenue. Ça correspond donc à près de 3000 entreprises qui ont bénéficié, voilà, d'un appel téléphonique, ce qui correspond à plusieurs structures, que ce soit des boulangers, des garages, des services funéraires. Vous voyez sur le stade qui passe. Donc, un peu toutes les entreprises ont été appelées. Donc, en priorité, comme je vous le disais, ce sont les entreprises qui étaient en activité et qui ont été déjà les premières appelées. Et cette fois-ci, donc, on se dirige vers les autres qui vont reprendre l'activité. Voilà. Je vais laisser la parole donc au docteur Spark qui, pour la suite des visites, est focus sur le suivi médical. Merci. Donc, je vais terminer sur un focus sur le suivi médical. Donc, ce suivi médical a été modifié par le décret donc du 8 avril 2020 qui va rendre une grande partie des visites périodiques en fait reportables. C'est-à-dire que les visites périodiques, qu'elles soient pour un salarié en CIR ou en non-CIR, dont l'échéance était comprise entre le 12 mars et le 31 août, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, il va de soi que l'on ne va pas automatiser systématiquement ce report. Cependant, quand des équipes vont pouvoir être en difficulté dans le fait de réaliser l'ensemble des visites, il y a quelques visites qui vont être priorisées. Les visites que nous allons notamment prioriser, elles vont correspondre à des visites du secteur d'activité qu'on a appelé pour l'instant un secteur d'activité nécessaire. Ainsi, les visites d'information et de prévention initiale sur les secteurs d'activité nécessaires vont être mis en priorité. Dans les autres secteurs, peuvent être planifiés dans un délai de 3 mois. Les examens médicaux d'aptitude à l'embauche dans les secteurs d'activité nécessaires vont être priorisés également, soit en téléconsultation, soit en examen physique en fonction des risques. Et pour les autres secteurs d'activité, il y aura un appel systématique du salarié pour évaluer l'urgence, ou de l'employeur d'ailleurs, pour évaluer l'urgence de la visite. Les visites de pré-reprise, il y aura un appel systématique aux salariés pour estimer si une reprise est possible, notamment pour estimer la vulnérabilité d'un salarié éventuellement qui était en arrêt par rapport à une reprise et par rapport au risque Covid. Et les visites de reprise vont être prioritaires dans les secteurs d'activité nécessaires et peuvent être différées pour les autres secteurs d'activité en fonction du risque, de l'état de santé du salarié, mais également du type de poste. Comme le disait Monsieur Ledest en début d'intervention, nous mettons une priorité sur les visites de reprise suite à des arrêts Covid, c'est-à-dire que si vous avez des salariés qui ont été arrêtés même moins de 30 jours par rapport à une suspicion ou à un Covid avéré, il ne faut pas hésiter à passer un coup de téléphone pour que nous puissions les appeler et estimer s'ils peuvent reprendre, comment est-ce qu'ils peuvent reprendre et les EPI éventuellement indispensables à la reprise. Ça permettra de rassurer tout le monde et d'assurer une reprise sereine. Ces modalités de visite, comme je vous le disais tout à l'heure, vont peut-être être modifiées par rapport à des nouveaux décrets dans le cadre du déconfinement. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus, mais il y avait des questions dans le chat par rapport à la prescription éventuelle d'arrêt maladie par le médecin traitant. Pour l'instant, nous n'avons pas les décrets qui nous permettent, nous, médecins du travail, de prescrire des arrêts maladie. Donc, c'est possible que les décrets sortent rapidement, mais pour l'instant, nous ne les avons pas, donc nous ne sommes pas en mesure de prescrire des arrêts maladie pour l'instant. Voilà. Donc, je pense que je vais relaisser la parole à Lucie pour gérer les questions.
diapo sur les contacts et liens utiles. Voilà, au niveau des trois, on va dire, structures qui intervenaient ce matin, le service du Houdou, la RACT et puis l'OPSAT. Évidemment, vous aurez l'ensemble des éléments dans les supports qui vous seront envoyés. Vous retrouverez également l'ensemble des éléments sur les sites internet. Sur cette dernière diapo, il y a également le lien vers le site du gouvernement où vous allez retrouver toutes les fiches métiers. Alors hélas, tous les métiers ne sont pas encore ciblés, mais allez-y régulièrement parce qu'au fil de l'eau, le site est alimenté avec de nouvelles fiches métiers. Voilà, alors Monsieur Folio fait son apparition, notre modérateur de questions. A-t-il du son? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est merveilleux. D'accord. Bon, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous ceux que je connais, puisqu'il y a quand même quelques personnes qui participent à ce webinaire que je connais pour les interventions qu'on peut conduire en entreprise de façon plus classique, hein, quand la situation était normale dans le monde d'avant. Donc, en ce qui concerne les questions, alors il y a pas mal de questions qui concernent l'état de santé des salariés, donc en particulier ceux qui ont été fragilisés par une pathologie telle que le diabète. Donc, je laisserai la parole aux personnes qui veulent répondre, hein, donc médecin du travail, direction ou Madame Cudray en tant qu'intervenante en prévention. Donc, pour les salariés qui ont été en ALD, tels que les gens qui présentent un diabète, par exemple, est-ce qu'on peut leur laisser reprendre le travail le 12 mai? C'est une première question. Ensuite, souvent, ce qui vient, c'est est-ce qu'il a besoin d'une visite de reprise auprès du médecin du travail pour ces salariés-là? Est-ce qu'il y a aussi besoin d'une visite de reprise pour le cas où on aurait un salarié qui aurait été touché par le Covid? Je laisse déjà peut-être les réponses pour ces 2-3 premières questions. Peut-être, oui. Oui. Alors, je me permets de prendre la parole, Lucie? Oui, oui. Oui. Alors, la première question, c'est pour les salariés en ALD ou qui sont pour lesquels les pathologies sont sur la liste des personnes vulnérables. Donc, on a un décret qui est paru en début de semaine qui refait en fait la liste des personnes qui sont vulnérables par rapport au Covid. C'est-à-dire que si jamais ils sont contaminés par le virus, ils ont un risque de faire une pathologie qui sera une forme, on va dire, qui sera plus importante. Donc, ces salariés-là, en fonction de l'équilibre de leur pathologie, du traitement qu'ils vont prendre, mais également des risques professionnels et des moyens de protection qui sont mis en place au niveau de leur poste de travail, vont pouvoir bénéficier soit d'une éviction du travail, soit d'une reprise du travail, mais peut-être avec des aménagements, des EPI particuliers, etc. Donc, je dirais, il n'y a pas de règles formelles. La chose à faire, c'est qu'il faut informer les salariés qui jusque-là n'étaient pas en arrêt parce qu'ils étaient en arrêt garde d'enfants ou parce qu'ils étaient en chômage partiel et donc qui ne se sont pas posé la question de savoir si leur état de santé était compatible avec une reprise ou pas. Ces salariés-là, il faut les informer, ou l'ensemble de vos salariés, puisque vous ne savez pas lesquels éventuellement sont malades, les informer de la possibilité d'appeler le médecin du travail ou de voir leur médecin traitant pour savoir s'ils peuvent reprendre le travail ou pas. Le médecin traitant va forcément se baser davantage sur la pathologie. Le médecin du travail va avoir l'avantage de pouvoir faire le lien entre pathologie et risque professionnel. Si les médecins estiment qu'une reprise n'est pas possible, le médecin traitant fera ce qu'on appelle un certificat d'isolement qui va permettre de faire passer le salarié dans le statut de chômage partiel. Actuellement, c'est le statut qu'aura le salarié. Le salarié peut également faire encore une autodéclaration sur le site d'Amélie et Amélie va lui envoyer un document qu'il va fournir à l'employeur pour que ce dernier le mette en chômage partiel. Donc, l'important, c'est quand même de savoir qu'il n'y a pas de règles formelles par rapport à ces ALD et par rapport aux pathologies. Il faut vraiment faire le rapport entre la pathologie, l'équilibre de la pathologie et le type de risque auquel est exposé le salarié dans l'entreprise, mais également parfois les transports, etc. Donc ça, c'était par rapport à l'ALD. Par rapport au Covid, pour des salariés qui ont eu un Covid, nous, on préconise quand même un appel en amont
pour savoir si effectivement l'arrêt est assez long, si on n'a plus de risque de contamination, s'ils ont été testés, s'ils n'ont pas été testés, et puis s'il y a des modalités particulières de reprise. Vous avez des formes de Covid qui ont fait que les gens sont extrêmement fatigués, peut-être qu'il faut envisager un mi-temps thérapeutique au début. Pour les contacts avec des salariés, des patients ou pour les aides à domicile par exemple, il faut peut-être une protection particulière, peut-être plus importante que celle qui est mise en place pour les autres salariés. Voilà, c'est ces petites choses qui peuvent faciliter la reprise du travail après un arrêt Covid, même si celui-ci n'a pas eu donné un arrêt de 30 jours. Après, si on a un arrêt de 30 jours, quelle que soit la pathologie, il faut demander la visite de reprise. Et puis, en fonction effectivement du type de pathologie ou du salarié, on décidera si on fait une visite ou si on reporte la visite ultérieurement. Olivier, est-ce que j'ai répondu aux questions? Oui. Si un salarié veut absolument revenir au travail alors que c'est un salarié qui présente justement une de ces pathologies, que peut faire l'employeur? Lui faire signer une décharge ou vous l'envoyez plutôt pour une visite à la demande de l'employeur? Non, il faut vraiment que l'employeur nous demande notre avis. C'est-à-dire que l'employeur déjà ne peut pas prendre en considération un état de santé pour statuer sur quoi que ce soit. Hein, ça, c'est vraiment important. Donc, il faut que ce soit le médecin du travail qui donne son avis pour savoir si la personne peut reprendre son travail ou pas. Et puis, si elle peut reprendre, selon quelle modalité. Et puis ensuite, l'employeur dit, bah oui, avec ces modalités-là, c'est possible, c'est pas possible. Et puis, si c'est pas possible, la personne retourne à la maison. D'accord. Voilà. Une question qui est souvent revenue à travers les contacts mails que nous avons eus et qui a été encore posée aujourd'hui, si un salarié a son enfant qui est malade du Covid ou son conjoint qui est tombé malade du Covid, est-ce qu'il peut venir travailler? Ou alors doit-il demander l'avis à son médecin du travail ou peut-être à son médecin traitant? Alors, à partir du 11, toute personne qui est malade du Covid va donc être tracée, entre guillemets, par ce qu'on va appeler des brigades sanitaires. Et ces brigades sanitaires vont repérer les contacts étroits par rapport à la personne malade et vont faire l'isolement. C'est-à-dire qu'il y aura un isolement de 14 à 21 jours en fonction du type de contact, du type de Covid, de la pathologie vulnérable ou pas. Et après sera prescrit par un médecin traitant ou peut-être par un médecin du travail, on ne sait pas encore. Et ça va nous permettre d'isoler ces personnes contacts de façon à ce qu'elles ne contaminent pas les collègues de travail. Donc ça, je pense qu'on aura des annonces précises aussi dans les jours qui viennent avec des décrets et puis peut-être cet après-midi avec l'intervention du Premier ministre. D'accord. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas établir, vous, médecin du travail, ces certificats d'isolement? Non, pour l'instant, par rapport aux personnes contacts, non. Alors, se pose la question par rapport à quelqu'un qui serait en état de vulnérabilité. On est en train de voir au niveau juridique si le médecin du travail peut faire ce certificat d'isolement, mais seulement pour le salarié qu'il connaît lui. En tout cas, pour un contact, par rapport à un contact étroit ou par rapport à une personne qui habiterait avec le salarié et qui serait en état de vulnérabilité, le médecin du travail, pour l'instant, ne peut en aucun cas faire ce certificat d'isolement. D'accord. La durée d'un arrêt de travail pour un salarié vulnérable s'établit à combien de temps? Jusqu'à ce que les pouvoirs publics auront levé la date d'isolement. D'accord. C'est-à-dire que les certificats d'isolement, pour l'instant, qui sont faits sur les personnes en ALD, pour lesquelles on estime que l'état de santé n'est absolument pas compatible avec le retour du travail, n'a pas de date de fin. Très bien. Voilà. Dans la même veine, c'est-à-dire par rapport aux personnes vulnérables, le médecin généraliste est en général informé, mais l'employeur, quel est le mode d'information? C'est le salarié qui doit obligatoirement informer son employeur qu'il est salarié vulnérable, ce qui pose un problème de confidentialité par rapport aux informations sur son état de santé. Comment Non. L'employeur doit informer l'ensemble de ses salariés, éventuellement en donnant la liste des pathologies qui sont définies comme étant des pathologies à risque. Hein, donc, c'est ces pathologies qui font que le salarié est vulnérable. Il peut éventuellement envoyer cette liste à l'ensemble de ses salariés et dire si vous êtes sur la liste, si vous avez une pathologie qui rentre sur cette liste, n'hésitez pas à aller contacter votre médecin traitant ou appeler le médecin du travail pour qu'on voit si vous pouvez retourner sur votre poste de travail. Ce qui permet aux salariés de prendre ses responsabilités et à l'employeur d'avoir informé ses salariés
que finalement, il donne la possibilité de s'écarter du travail si le salarié présente une pathologie de santé. D'accord. Une question qui est revenue souvent dans l'actualité, toujours par rapport à l'état de santé des salariés, c'est le cas des salariés enceintes. Quelle position doit avoir l'employeur par rapport à ça? Quelles sont les dispositions dans le cadre de l'épidémie de Covid? Est-ce qu'on doit laisser les salariés sur le lieu de travail ou pas? Alors, dans le décret qui est paru début de semaine, la vulnérabilité est actée à partir du 3e trimestre de grossesse. C'est-à-dire qu'à partir du 3e trimestre de grossesse, les salariés peuvent bénéficier de ce certificat d'isolement. Avant, il n'y a pas actuellement d'études qui démontrent une vulnérabilité particulière de la femme enceinte avant le 3e trimestre par rapport au Covid. Maintenant, si ça génère une angoisse particulière, si le poste, on sait que pour une grossesse, ça peut être compliqué, rien n'empêche la femme enceinte d'aller voir son médecin traitant et de discuter avec lui par rapport à un arrêt maladie. Mais ça sera un arrêt maladie simple et pas un certificat d'isolement dans le cadre du Covid. En tout cas, pas avant le 3e trimestre de grossesse. Très bien. Docteur Salambier, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, si les collaborateurs doivent signer une fiche sanitaire dans l'entreprise attestant de la remise de la part de l'employeur de moyens de protection en termes de masques, de gel, etc. Oui, il est préférable que les collaborateurs soient bien informés et puis ensuite ils puissent formaliser la chose directement auprès des employeurs. Donc, à ce moment-là, on peut faire signer une fiche sanitaire, dite sanitaire. Il est préférable. Oui, elle est toujours préférable, mais de toute manière, on ne peut pas l'imposer et on ne pourra pas, ça ne sera pas un droit où elle est toujours opposable malgré tout. Il est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Une autre question qui est venue souvent, qui a été quand même mise en place, une mesure de prévention qui était mise en place dans les entreprises au départ, c'est la prise de température pour les salariés. Docteur Salambier, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que c'est une mesure efficace qui doit être utilisée? Alors, tout en respectant le principe de non-sauvegarde des données qui ont été relevées, et est-ce que c'est quelque chose qui doit être mis en place pour les mois à venir? Monsieur Ledest en a parlé dans son diaporama, c'est quelque chose, si possible, à éviter. Il peut être fait par un professionnel de santé à la rigueur, mais nous préférerions que ce soit évité. En plus, c'est contraignant, il faut quand même des appareils de bonne qualité. Non, je pense que les gens sont suffisamment responsables pour savoir s'ils sont, oui ou non, en phase de maladie, s'ils ont des signes, et ils savent pertinemment qu'en plus, avec les brigades qui vont être installées au 11 mai, on sait pertinemment que ces gens-là vont être isolés, y compris les cas contacts. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'une prise de température à l'entrée des usines. Je pense que c'est vraiment, oui, c'est dangereux. D'accord. Sur des questions qui seront plus d'ordre des mesures de prévention à prendre dans l'entreprise. Alors peut-être encore une question médicale. Je serai la parole à l'un des médecins. Les entreprises reçoivent des produits de l'extérieur, par exemple des colis, des cartons, des courriers, alors qui viennent de l'extérieur, soit au niveau du pays, soit des courriers qui viennent de l'international, et par exemple de l'Asie. Quelles mesures de prévention doit-on appliquer dans l'entreprise? Faut-il laisser ces cartons reposer pendant un certain temps? Doit-on les traiter immédiatement, mais avec des mesures de prévention particulières? Ça pose la question de la durée de vie du virus en fonction des supports, évidemment. Il est évident qu'il faut faire comme avec ses propres courses quand on va au supermarché. Il faut laisser tout ce qui vient de l'extérieur pendant un certain temps dans les hangars ou dans les stocks pour qu'effectivement le virus meure de lui-même et ensuite effectuer de la même façon les gestes barrières comme pour vos courses personnelles. D'accord. D'autres questions par rapport, alors la semaine prochaine vont reprendre les secteurs du commerce, vont reprendre les secteurs, je pense aux coiffeurs, hein, on a plusieurs qui sont là aujourd'hui. Quelle position peut-on adopter par rapport à la clientèle?
les magasins de vêtements vont se poser la question, est-ce qu'il faut faire essayer les vêtements par les clients ou ne faut-il pas le faire? Comment procéder? Pour les coiffeurs, je donne l'information que la semaine prochaine, nos équipes vont se mettre en relation avec eux pour leur fournir des indications et des fiches d'information qui seront disponibles aussi sur le site opsat.fr quant aux mesures de prévention qu'ils pourront mettre en place pour leurs salariés et puis par rapport, bien entendu, aux contacts clients qui seront particulièrement étroits. Tout dépend de la typographie des locaux, tout dépend du nombre d'employés, tout dépend du nombre de clients. Alors, je pense que ce sont vraiment des cas particuliers et qui n'hésitent pas à se rapprocher des services de santé au travail pour en discuter avec les IPRP, avec les assistants techniques et avec les médecins. Je pense que c'est vraiment du cas par cas et après, bien sûr, des barrières, mais vraiment du cas par cas. Une question qui revient fréquemment, c'est celle qui concerne les ventilations. Alors là, ça s'adresse un petit peu plus largement, peut-être Mme Cudray répondra-t-elle, au système de ventilation, de climatisation des ateliers ou des magasins ou des salons de coiffure. Peut-on remettre la climatisation en route? Peut-on remettre en marche des systèmes de chauffage ou de rafraîchissement avec des ventilateurs? Alors effectivement, avec l'arrivée du printemps, la question nous est arrivée déjà depuis quelques temps, et puis la reprise progressive des établissements, la réouverture progressive. Alors, je vais vous faire une réponse de Normande, pour autant je suis bel et bien haute-saônoise, mais une fois n'est pas coutume. Je vais vous dire qu'au niveau de la clim, tout va dépendre du système qui est mis en œuvre. Si c'est un système qui est dit de recyclage, c'est-à-dire qu'on va recycler de l'air présent dans les locaux, dans ce cas-là, effectivement, il faut éviter la remise en route de ces systèmes-là, qui vont avoir tendance, qui vont même rebrasser de l'air qui peut être pollué. Donc, les systèmes à recyclage, dans la mesure du possible, bien évidemment, sont à proscrire. Si, en revanche, un système à air neuf, dans ce cas-là, aujourd'hui, mais je dis bien aujourd'hui, 7 mai, il n'y a pas d'obligation de les arrêter. Pour autant, il faut s'assurer que le système fonctionne correctement, qu'il ait été bel et bien entretenu et révisé. Voilà. Et la règle d'or, ça reste, quoi qu'il en soit, l'aération des locaux, l'aération naturelle si on le peut, hein, l'ouverture des fenêtres de manière très régulière, ou l'aération mécanique si ce n'est pas possible, et dans ce cas-là, via un système de renouvellement d'air qui soit suffisant. Donc, pour faire simple, s'il y a un recyclage d'air, c'est-à-dire si on recycle de l'air intérieur, on évite. Si en revanche, un apport d'air neuf, a priori, pas de souci, à condition néanmoins que le système ait été entretenu, révisé régulièrement. Et là encore, pour toute réponse, on va dire, précise, n'hésitez pas à solliciter nos équipes qui, au regard de votre installation, pourront vous donner les conseils les plus adaptés. Quelques questions sur les équipements de protection individuelle. Alors là, on va parler de masques, on va parler des visières, par exemple, qu'on voit fleurir dans les entreprises, en particulier celles de l'agroalimentaire. Hein. Je pense aux supermarchés qui ont mis en place très vite des mesures de prévention. D'abord, les masques en tissu, quand ils sont fabriqués maison, est-ce qu'on peut leur accorder un certain degré de confiance? Est-ce qu'ils ont besoin d'être normés? On a vu que la FNOR mettait en ligne des documents du nouveau type de normalisation accélérée avec des conseils et des patrons pour les fabriquer. Alors, est-ce qu'ils doivent être normés, reconnus? Comment faire? On a des salariés dans les entreprises qui en font eux-mêmes. Alors, loin de moi l'idée de vouloir réduire ou ralentir la prise d'initiative des uns et des autres qui se sont mis à fabriquer des masques. Très bien, je salue effectivement l'initiative. Pour autant, rien ne certifie aujourd'hui que le masque soit suffisamment efficace. Alors déjà, on est sur un type de masque dont l'efficacité elle est réduite puisque c'est un masque en tissu dit alternatif. L'efficacité elle est réduite s'il est certifié AFNOR vis-à-vis d'un masque chirurgical ou d'un masque FFP2 ou FFP3. Alors, si en plus il est fait je dirais à domicile, première question, quelle est la nature des matières qui ont été utilisées? Est-ce que la trame est suffisante pour réduire ou éviter la contamination? Se pose ensuite la question de la forme même du masque. Alors certes, il y a des tutos, il y
il y a tout un tas de choses qui existent en ligne. Hein. Maintenant, avec la magie d'Internet, on peut à peu près tout trouver. Néanmoins, se pose une grosse question au niveau de l'ajustement du masque. Encore que le tissu soit adapté, que ça réponde aux normes de l'AFNOR, très bien, mais si le masque n'épouse pas correctement le visage, s'il n'est pas adapté, l'efficacité, elle sera nulle. Donc, par précaution, moi, je pars du principe, mais voilà, ça n'engage que mon avis, que le masque qui n'est pas certifié AFNOR, alors certes, peut sans doute apporter une protection, hein, j'allais vous dire, c'est mieux que rien du tout, mais néanmoins ne peut pas être qualifié de masque alternatif voilà, au regard d'un autre masque, quant à lui, certifié AFNOR. On ne peut pas prendre ce risque-là, parce qu'en plus, ça donnera le sentiment, un faux sentiment de protection pour les salariés, qui sera hélas pas nécessairement effectif. Merci. Toujours concernant les masques ou les protections individuelles de façon un petit peu plus large concernant le Covid, est-ce qu'elles peuvent être rendues obligatoires au sein des entreprises? Est-ce qu'elles sont obligatoires, par exemple, quand les salariés sont amenés à se croiser dans des couloirs? Est-ce qu'il est utile de rendre obligatoire leur port pour ce type de situation? Ou alors faut-il peut-être travailler sur les flux de salariés au sein de l'entreprise? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la démarche de prévention, l'équipement de protection individuelle, que ce soit le masque, la visière, ce que vous voulez, ça reste le dernier maillon, la dernière étape, à partir du moment où les étapes précédentes, c'est-à-dire l'organisation, par exemple, des flux, le décalage des horaires, la réorganisation du site, les mesures de protection collective comme les plexiglas, par exemple, s'avèrent insuffisantes. Voilà, pour les cas vraiment particuliers où on ne peut pas mettre en place ces mesures-là, parce que le travail nécessite de travailler ensemble en proximité à plus d'1 mètre. Dans ces cas-là, effectivement, on peut passer par la protection individuelle, mais vraiment pour ces cas-là. Alors pourquoi on limite à ces cas-là? Parce qu'on sait que les protections collectives et organisationnelles sont beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus efficaces dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez une bonne régulation des flux, où les gens ne se croisent pas et que vous y veillez, ça sera efficace. Par contre, faire porter des masques, et d'une, ça va être compliqué à mettre en œuvre dans l'entreprise, et deux, ça va être compliqué à être maintenu dans le temps. C'est-à-dire que les salariés, il faudra que tous les jours, ils portent les masques, par exemple. Se pose aussi la question du renouvellement, se pose la question de l'entretien, c'est des masques alternatifs. Donc, on sait que la mesure, elle sera beaucoup moins stable dans le temps, donc beaucoup moins efficace. C'est pourquoi il faut vraiment miser sur les mesures individuelles, organisationnelles et collectives, qui, elles, ont le mérite d'être vraiment stables dans le temps et pas directement liées au bon vouloir, mais sans aucun caractère négatif du salarié. Parce qu'on sait bien que c'est compliqué de travailler avec un masque de protection. Personne ne vient au monde avec un masque de protection sur le nez, donc c'est quelque chose qui est compliqué tous les jours. Donc il faut vraiment le réduire au strict nécessaire si on veut avoir une efficacité réelle de prévention du Covid. Alors on a perdu Monsieur Folio. Esther, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voyais une question par rapport aux salariés mamans de nourrissons qui est apparue sur le chat là. Il n'y a pas de données, enfin je veux dire de risques particuliers plus importants pour le nourrisson. Pour l'instant, le fait, à ma connaissance, le fait d'être parent de tout jeune enfant ne rend pas forcément la personne plus vulnérable entre guillemets. C'est-à-dire ne rend pas la nécessité de l'isolement et de ne pas aller sur le lieu de travail. En tout cas, réglementairement, nous ne l'avons pas pour l'instant. Alors, pour revenir sur les masques, alors a priori, il y a eu des soucis de qualité, je m'excuse. Effectivement, il y a la notion du masque, comme le souligne Madame Legrand, tout à fait, mais il y a aussi comment le mettre en place, comment l'ajuster. Il se pose la question des barbus, par exemple. Ne pas le toucher, vérifier qu'il soit bien étanche, évidemment le renouveler, si c'est un masque alternatif, le laver, le désinfecter. Donc il y a toute une logistique autour de cela, ne serait-ce qu'apprendre aux salariés à bien le porter. C'est pas inné, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. On voit des gens qui le portent sous le menton, qui le portent là. À partir du moment où on a touché le masque, c'est fini. Donc voilà, tout ça s'apprend, ça s'acquiert.
et c'est des réelles difficultés. Hein. Vous ne pourrez pas voilà, mettre un formateur ou un gendarme derrière chaque salarié pour vous assurer que c'est bel et bien porté. D'où vraiment la nécessité de limiter ces cas-là au strict nécessaire. Quand on parle des masques et des obligations pour les salariés de les porter, hein, mesures qui peuvent être prises suivant l'évaluation du risque, quelle position peut prendre un commerçant qui va accueillir du public? Est-ce qu'il peut demander, en fournissant par exemple un masque à l'entrée du magasin, qu'il soit absolument porté ou que les gens arrivent avec leur propre masque? Ce sont des choses qui ont été précisées par les pouvoirs publics, ça, aujourd'hui? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'obligation réglementaire à ma connaissance dans les établissements recevant du public de porter un masque pour les personnes qui y viennent, pour les clients. Cependant, il faut bien avoir conscience qu'un commerçant qui reçoit des clients et qui impose le masque déjà passe un message de sécurité, c'est-à-dire les gens qui vont rentrer dans la boutique vont savoir que a priori il n'y a pas de risque d'avoir eu un postillon ou un crachat sur un des objets qui est dans la boutique, ce qui peut quand même, je dirais, avoir un certain côté réassurant pour le client. Et puis du coup ça évite de se poser aussi énormément de questions. On parlait des essayages de vêtements tout à l'heure. Le fait déjà d'avoir un masque dans la boutique, le fait de ne pas saisir soi-même, enfin de ne pas dire au client qu'il ne saisisse pas lui-même les vêtements, c'est déjà assez important comme moyen de prévention. Après, sur les essayages, il y a notamment la technique j'en parlais avec Lucie l'autre jour, la technique comment ça s'appelle ? Voilà, de la vapeur qu'on utilise pour défroisser les vêtements. Ça dégage assez de chaleur théoriquement pour détruire le virus. Ça peut être une piste, mais ça c'est pas faisable non plus sur tous les vêtements. Et voilà, donc c'est à chaque, je dirais, c'est un peu à chaque commerçant de choisir un petit peu ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire passer un message de prévention? Est-ce qu'il veut accueillir des gens voilà, non masqués dans sa boutique? Et puis, est-ce qu'il veut aussi que ses salariés soient en sécurité? Plus vous avez de gens masqués dans une boutique, plus vos salariés en soi sont en sécurité aussi, puisque les gens ne vont pas aller postillonner partout dans la boutique. On a parlé pas mal du document unique d'évaluation des risques. Les mesures qui sont prises de document unique d'évaluation des risques doivent-elles être comment dire, consignées dans le règlement intérieur de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des objets qui doivent y être consignés? Donc, est-ce qu'il faut amender le règlement intérieur en fonction de ce qu'on va mettre en place? Si toutefois une prise de température est prévue sur le site de l'entreprise, effectivement, il faut que ce soit inscrit dans le règlement intérieur. C'est à ma connaissance le seul cas que j'ai en tête. Après, en fonction des mesures de prévention qui peuvent être prises. Et qui vont peut-être devoir être prises. Voilà, si effectivement elles viennent perturber, on va dire, l'organisation de l'entreprise de manière vraiment majeure, sans doute que certains éléments devront être portés au règlement intérieur, en lien aussi avec les instances représentatives du personnel, après avis des instances représentatives du personnel, bien sûr. D'accord. Lucie, tu as dit tout à l'heure que le PCA n'était pas une obligation, que c'était un conseil, c'était une recommandation. Le document unique, lui, évidemment, il existe depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'il est pertinent d'annexer le PCA au document unique? Pour moi, pas nécessairement. Vous pouvez le mettre en annexe. Ça peut apporter des compléments d'information. Je dirais que la vraie question, c'est surtout de le formaliser, de le communiquer on va dire aux instances représentatives du personnel, toujours, que les salariés puissent y accéder, même ceux en télétravail. L'annexer, pourquoi pas, mais bon, c'est pas une obligation, loin de là. Ça peut permettre d'avoir l'ensemble des éléments sous un même dossier. C'est l'intérêt que j'y vois d'un point de vue vraiment pratique. Beaucoup d'entreprises ont mis aujourd'hui le télétravail en place. Ça fait l'objet d'une partie des présentations de ce matin. À partir de quand l'employeur pourra-t-il décider de mettre fin au télétravail?
En fait, il peut décider de mettre fin au télétravail à partir du 11. Le télétravail reste une recommandation, c'est-à-dire qu'on recommande dans la majorité des entreprises dans lesquelles le télétravail peut être fait de continuer à le faire dans le cadre du début du déconfinement. Après, si l'employeur ne veut pas poursuivre le télétravail, c'est lui qui décidera et qui assumera la responsabilité de ne pas vouloir faire continuer le télétravail. D'accord. Une question d'une entreprise aussi qui demande pendant combien de temps ces mesures, en termes d'organisation, devront être tenues au sein des entreprises. Quelqu'un a une boule de cristal, peut-être? Ouais. Donc ça c'est à juger en fonction de l'évolution de la pandémie au sein du pays, Ouais. des mesures décidées par le gouvernement. Je crois qu'il faudra rester attentif On va peut-être l'évolution déjà de la maladie. ouais. On va déjà passer la fin du mois de mai, le mois de juin, et puis on pourra se reposer la question au début d'été de comment ça évolue, on va dire. D'accord. On a eu des questions aussi sur le document unique. Donc les modèles sont en ligne sur le site opsat.fr. On a des questions aussi sur la transcription de cette mise à jour du document unique sur empreinte, c'est-à-dire l'outil d'évaluation des risques qui est mis à disposition des entreprises adhérentes. Dans ce cas, je propose aux entreprises qui sont sur empreinte et qui veulent mettre à jour leur document unique de se rapprocher de leur intervenant classique qui sont venus les accompagner pour la mise en place du DI de leur entreprise. Donc, il s'agit en général d'intervenants en prévention des risques professionnels ou d'assistants techniques qui les ont accompagnés. Donc, les adresses mail sont actives puisque ces personnes sont en télétravail. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos intervenants que vous connaissez. Je crois que j'ai balayé l'ensemble de questions. J'espère ne pas avoir trop oublié. Lucie, tu me corriges peut-être? Je les reprends rapidement. Pour les coiffeurs, donc comme vous l'avez compris, il y a une fiche dédiée aux coiffeurs, voilà, puisqu'on a été assaillis de quelques questions de manière très légitime, hein, c'est pas un reproche, loin de là. Donc la fiche, comme dit, elle est en cours de relecture, elle sera disponible d'ici demain si tout va bien ou au pire lundi. Voilà. Et puis je vais laisser la parole peut-être à Monsieur Le Dest qui voulait dire 2 mots. Au niveau des questions, je crois effectivement qu'on a fait le tour. Je crois. En tout cas, s'il y a des questions, encore une fois, auxquelles on n'aurait pas répondu, de toute façon, on va les rebalayer, j'imagine, de notre côté. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'adresse infocoronavirus que nous avons mis à votre disposition en tant qu'adhérent de l'OPSAT. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Pour les visites, n'hésitez pas non plus à contacter vos médecins du travail que vous avez des questions là-dessus. Voilà. Pour ma part, je crois que je vous laisse la parole. J'ai terminé. Merci Olivier. Écoutez, ce webinaire donc va se terminer. Les échanges ont effectivement été assez riches. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de questions, comme l'a dit Olivier. N'hésitez pas à prendre contact avec nos services. Actuellement, nous avons toutes nos permanences téléphoniques qui sont ouvertes, que ce soit à Pontarlier ou chez Opsat. Nos permanences sont ouvertes. Par contre, je vous invite à suivre l'évolution un petit peu de ces permanences, puisque nous aussi, nous allons rentrer dans des phases de réouverture en présentiel progressivement. Alors peut-être pas dans les toutes premières semaines, mais en tout cas, les choses vont évoluer assez rapidement en termes de numéro de téléphone à joindre et de prise de contact. Donc, consultez régulièrement la page Covid du site Opsat et n'hésitez pas à venir vers nous, soit par mail, soit par téléphone. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos questions. À très bientôt. Donc merci à tous pour votre participation. On espère, comme l'a dit Monsieur Ledes, que ce webinaire a répondu à vos questions. Comme dit, vous recevrez l'ensemble des éléments par mail et ce webinaire a été enregistré. Donc pour ceux dont la qualité d'écoute ou visuelle n'était pas optimale, voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont les échanges. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bon appétit, surtout une bonne continuation. Et puis, prenez soin de vous, de vos proches et de vos équipes.
Au revoir. Au revoir.